Une vérité dans l'ombre. Le domaine Wexford dominait la colline comme une forteresse d'opulence, ses piliers de marbre blanc scintillant sous le soleil matinal. À l'intérieur, des lustres en cristal taillé projetaient des arcs-en-ciel sur les parquets cirés et des tapisseries anciennes ornaient les couloirs aux accents dorés. Ce palais, bâti pierre par Jonathan Wexford, un millionnaire autodidacte de 42 ans, incarnait son ascension fulgurante depuis une enfance modeste dans une petite ville ouvrière. Fils d'un mécanicien et d'une couturière, il avait transformé sa détermination en une fortune colossale. Mais ce matin-là, alors qu'il ajustait sa cravate bleu marine devant un miroir vénitien, une ombre pesait sur son esprit. Isabelle, sa femme depuis 8 ans, glissa derrière lui, vêtue d'une robe de soie crème qui épousait ses courbes avec une élégance calculée. Ses cheveux auburn, impeccablement relevés, brillaient sous la lumière douce du chandelier. Dans une flûte de cristal, elle sirotait un jus d'orange, son regard fuyant légèrement celui de Jonathan. « Ne sois pas en retard pour la réunion du conseil, chérie, dit-elle avec un sourire qui semblait plus mécanique que chaleureux. Tu sais qu'il s'effondre sans toi. Jonathan esquissa un sourire, mais son regard s'attarda. Ces derniers mois, Isabelle était devenue distante. Ses appels téléphoniques s'étiraient tard dans la nuit, ses réponses étaient vagues, et ses absences, justifiées par des déjeuners d'affaires ou des œuvres caritatives, se multipliaient. Il chassa ce malaise, attrapa sa mallette en cuir noir et se dirigea vers la porte latérale, réservée à son usage exclusif. Dehors, la Bentley noire l'attendait, son chauffeur en livrée prêt à l'emmener à son empire financier. Mais en franchissant l'arche de pierre sculptée, Jonathan s'arrêta net. Une petite silhouette se tenait à l'ombre des colonnes, près de l'entrée des domestiques. Une fillette d'environ 6 ans, la peau d'ébène, vêtue d'une robe grise déchirée et d'un tablier blanc en lambeaux. Un foulard élimé, noué autour de ses tresses poussiéreuses, laissait entrevoir des mèches rebelles. Ses pieds nus, marqués par la crasse des rues, s'enfonçaient dans la pierre froide. Dans ses mains, un seau en métal cabossé, qu'elle serrait comme un talisman, oscillait légèrement. Ce n'était pas un objet pour mendier ou voler, mais un vestige d'une vie où chaque possession comptait. La gouvernante, une femme aux cheveux grisonnants nommée Madame Harrow, apparut à la porte. « Elle traîne parfois par ici, » murmura-t-elle à Jonathan, son ton mêlant pitié et agacement. « Elle ne fait pas d'histoire. Elle doit avoir faim. » Mais la fillette, ignorant Madame Harrow, fixait Jonathan avec une intensité troublante. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient porter une sagesse bien au-delà de son âge. Jonathan s'approcha lentement et s'accroupit à sa hauteur, sa mallette posée sur le sol. « Comment vous appelez-vous » Elle détourna le regard, fixant un point invisible au loin, puis revint à lui. « Mera, répondit-elle dans un souffle, sa voix à peine audible dans la brise matinale. « Mera, répéta Jonathan, sa voix douce mais ferme. « As-tu besoin de nourriture? D'un abri ?» Elle secoua la tête, ses tresses dansant légèrement. Puis, après une hésitation, elle prit une inspiration tremblante. « Je suis venu vous dire quelque chose. » Jonathan inclina la tête, un mélange d'amusement et d'inquiétude dans les yeux. « Qu'est-ce que c'est » Mera jeta un regard furtif vers le domaine, comme si elle craignait d'être entendue. Elle se pencha, ses petites mains crispées sur le seau. « Votre femme, elle vous ment. » Jonathan cligna des yeux, pris de court. « Pardon ?» Mera baissa encore la voix, ses mots à peine plus forts qu'un murmure. « Hier soir, je dormais derrière le mur du jardin, près des rosiers. Je l'ai vue par la fenêtre du solarium. Elle était avec un homme. Pas vous. » Jonathan se redressa lentement, son pouls s'accélérant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il riait, chuchota Mera, ses yeux ne quittant pas les siens. « Elle parlait de vous. Elle a dit que vous alliez bientôt partir. Que tout serait à elle. Elle a dit qu'elle était presque libre. » Un silence lourd s'installa. Le soleil réchauffait la pierre, mais une vague de froid envahit Jonathan. Il scruta le visage de Mera, cherchant un signe de mensonge, une lueur de malice. Mais il n'y avait que cette sincérité brute, teintée d'une tristesse qui semblait ancrée dans une vie de solitude. Mera n'avait rien à gagner à lui parler, et pourtant, elle était là, risquant tout pour une vérité qu'elle seule avait vue. À cet instant, le rire cristallin d'Isabelle résonna depuis le couloir principal. Elle passa près du majordome, son téléphone collé à l'oreille, sa voix légère mais distante, comme si elle jouait un rôle. Jonathan resta figé, les mots de Mera, elle a dit qu'elle était presque libre, résonnant dans son esprit comme une alarme.
Il se tourna à nouveau vers la fillette. « Pourquoi me dis-tu ça ?» Mera releva le menton, sa voix calme et ferme. « Parce que personne ne croit les filles comme moi. Mais je vois tout. » Puis, sans attendre de réponse, elle inclina légèrement la tête, un geste presque solennel, et s'éloigna sur le chemin de pierre. Son seau tintait doucement à ses côtés, un son fragile dans l'immensité du domaine. Jonathan resta immobile, le regard perdu dans la direction où Mera avait disparu. Il n'avait aucune raison logique de la croire. Pas de preuve, pas de mobile. Juste une enfant sans abri, portant un secret plus lourd que son corps frêle. Et pourtant, quelque chose en lui, un instinct forgé par des années à déchiffrer les intentions cachées dans les salles de réunion, lui disait qu'elle parlait vrai. Cette nuit-là, le sommeil le fuyait. Allongé dans leur chambre ornée de velours, il observait Isabelle qui se brossait les cheveux devant sa coiffeuse en acajou, sous la lueur tamisée d'une lampe Tiffany. Chaque geste était parfait, chaque sourire étudié. Mais désormais, Jonathan voyait les fissures dans cette façade, la façon dont ses doigts s'attardaient sur son téléphone, le léger tremblement de sa voix lorsqu'elle mentionnait ses projets. Les mots de Mera, elle a dit qu'elle était presque libre, tournaient en boucle, comme une vérité qu'il avait refusé de voir. Le lendemain matin, Jonathan ne monta pas dans la Bentley. Il annula sa réunion du conseil et s'enferma dans son bureau, un sanctuaire de bois sombre et de cuir vieilli. Le soleil matinal filtrait à travers les vitraux, projetant des éclats colorés sur son bureau. Ses doigts hésitèrent au-dessus de la souris, alors qu'il ouvrait le serveur crypté de surveillance. Il n'avait jamais eu besoin de vérifier les caméras internes du domaine. Sa maison était un havre de confiance, son personnel trié sur le volet, Isabelle son roc. Jusqu'à maintenant. Il rembobina les images, ciblant l'aile du jardin, le couloir nord-est mentionné par Mera, à 1h47. Son souffle se coupa. Là, sur l'écran, Isabelle glissait dans le couloir, sa robe de soie scintillant sous un rayon de lune. Ses cheveux relevés, elle jetait des regards furtifs autour d'elle. Quelques secondes plus tard, un homme apparut. Jonathan se pencha, le cœur serré. Ce n'était pas un inconnu. Edward Crane, son associé depuis 10 ans, un homme qu'il avait considéré comme un frère. Son estomac se noua. Les images montraient les deux silhouettes pénétrant dans le solarium, loin des regards indiscrets. Pas de lumière, juste des ombres mouvantes. Des gestes subtils, une main effleurant un bras, un rire étouffé. Puis, la voix d'Isabelle, captée par le micro directionnel, il a presque fini. Les fonds sont sur le compte à Zurich. Bientôt, nous n'aurons plus besoin de lui. Jonathan sentit ses mains s'engourdir. Ce n'était pas une simple liaison. Isabelle et Crane complotaient pour siphonner sa fortune, fruit de décennies de travail acharné. Il repensa à l'enfance difficile de ses parents, aux nuits où il étudiait à la lueur d'une lampe de poche pour bâtir cet empire. Tout cela, Isabelle voulait le lui arracher. Les heures suivantes furent un tourbillon d'action. Jonathan annula ses rendez-vous, contacta son avocat, fit geler ses comptes offshore et ordonna à son équipe informatique de fouiller les traces numériques d'Isabelle. Les preuves s'accumulaient comme des pièces d'un puzzle macabre, des contrats falsifiés portant sa signature, des transferts bancaires vers des comptes cachés, des emails cryptés entre Isabelle et Crane. Elle avait planifié de prendre le contrôle de la fondation Wexford, une organisation caritative qu'il avait créée en mémoire de sa mère. Sans Mera, il aurait tout perdu. Ce soir-là, lorsqu'Isabelle rentra d'un prétendu déjeuner d'affaires, Jonathan l'attendait dans le grand salon, un dossier épais à la main. Son visage était impassible, mais une tempête faisait rage en lui. Il ne cria pas, ne l'accusa pas. Il lui tendit simplement les documents, des relevés bancaires, des captures d'écran, des contrats truqués. « C'est fini, dit-il, sa voix aussi froide que l'acier. Les comptes sont bloqués. Le conseil est informé. Le contrat de mariage sera appliqué à la lettre. » Isabelle se figea, son masque de perfection se fissurant pour la première fois. Ses yeux cherchèrent une excuse, un mensonge, mais Jonathan leva la main. « Tu m'as menti, murmura-t-il. Une petite fille, sans rien, a vu ce que j'étais trop aveugle pour voir. » Le lendemain matin, Isabelle était partie. Ses valises de créateur, ses bijoux, ses traces, tout avait disparu. Le domaine semblait étrangement silencieux, comme libéré d'un poids invisible. Mais le cœur de Jonathan n'était pas à sa fortune préservée. Il pensait à Mera, cet enfant qui avait bravé sa peur pour lui offrir la vérité. Il lança des recherches immédiatement. Il contacta le refuge local,
envoya son personnel fouiller les ruelles du marché, les quais désaffectés, l'ancien parking près de la gare où les sans-abri trouvaient parfois refuge. Après des heures d'efforts, ils la trouvèrent, recroquevillée dans un abri de carton près d'une benne à ordures, son seau cabossé serré contre elle. Ses yeux s'écarquillèrent de méfiance lorsque la Bentley noire s'arrêta à quelques mètres. Jonathan descendit, sans costume ni cravate, vêtu simplement d'un pull gris et d'un pantalon sombre. Il s'agenouilla à sa hauteur, ignorant la boue qui tachait son pantalon. « Mera, dit-il doucement, son regard ancré dans le sien. Tu m'as sauvé. » Elle cligna des yeux, muette, ses doigts serrant le seau comme un bouclier. Jonathan sortit alors un petit collier en or de sa poche, gravé d'un seul mot, vérité. Il le passa délicatement autour de son cou, ses doigts effleurant le foulard usé. « Viens avec moi, si tu veux. Tu n'as plus à être seul. » Mera hésita, ses yeux scrutant son visage comme pour y chercher une promesse. Puis, lentement, elle tendit une main tremblante et saisit la sienne. Les mois qui suivirent transformèrent leur vie. Mera s'installa dans l'aile des invités du domaine Wexford, une chambre lumineuse avec vue sur les jardins. Mais Jonathan comprit vite qu'elle avait besoin de plus qu'un toit. Il lui offrit un foyer. Un lit douillet avec des draps en motif d'étoiles, des vêtements colorés qui remplaçaient ses haillons, des tuteurs pour rattraper son retard scolaire, des médecins pour soigner ses cicatrices invisibles. Pour son 7e anniversaire, il organisa une fête dans le jardin, avec un gâteau au citron, son parfum préféré et des lanternes flottantes qui illuminaient la nuit comme des étoiles. Il apprit à connaître Mera. Elle adorait les constellations, qu'elle nommait avec une précision étonnante, apprise en observant le ciel depuis les rues. Elle dessinait des soleils souriants sur des carnets qu'il lui offrait, refusait toujours de porter des chaussures, et riait aux éclats en croquant des tranches de citron. Pour la première fois, elle n'était plus une ombre dans la foule. Elle était vue, entendue, aimée. Un an plus tard, dans un bureau baigné de lumière, les papiers d'adoption furent signés. Mera Wexford devint officiellement sa fille. Lors de la célébration dans le jardin, sous un ciel étoilé, les invités, amis, collègues, membres du personnel, levèrent leurs verres. Jonathan, tenant la main de Mera, prit la parole, sa voix tremblante d'émotion. Le monde la voyait petite, insignifiante. Mais elle a vu ce que personne d'autre n'a vu. Elle m'a donné la vérité, et je passerai le reste de ma vie à lui offrir tout ce qu'elle mérite, un foyer, un avenir, une famille. Mera, serrant son seau désormais décoré de stickers d'étoiles, leva les yeux vers lui. Pour la première fois, un sourire timide éclaira son visage, comme une étoile perçant l'obscurité. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis de vous lire. À bientôt. Restez curieux et continuez à regarder.